À la demande du chef de l'État ivoirien, le PDCI-RDA, au nom de l'opposition ivoirienne, avait posé des préalables avant toute discussion avec le pouvoir en place, mais contre toute attente, et alors que les conditions n'ont pas été entièrement satisfaites, Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara se sont rencontrés à l'hôtel du Golfe pour, semble-t-il, briser la glace et renouer le contact. L'objectif clair et affiché, apaiser les violences électorales meurtrières qui secouent la Côte d'Ivoire. Nous allons, dans les jours et semaines à venir, continuer à nous téléphoner et à nous rencontrer pour qu'enfin le pays soit ce qu'il était avant, a promis Henri Konan Bédié au cours de points de presse comme avec le président Ouattara, que voulait dire concrètement l'ancien chef de l'État, le Conseil national de transition qu'il dirige va-t-il disparaître? Quelles options pour un retour au calme et à la paix en Côte d'Ivoire? Quid de la position de la CEDEAO qui a félicité le chef de l'État sortant pour sa réélection? Côte d'Ivoire rencontre Ouattara Bédié, fin de la crise post-électorale. C'est la question trame de ce plateau débat. Merci de nous retrouver. À nos côtés aujourd'hui pour en parler, Jujusini Ongpati, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur en droit international et constitutionnel. Face à vous, Aziz Amissa, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de la représentation FPI du Bénin. Messieurs, merci d'être à nos côtés. Alors, le PDCI-RDA avait dressé des revendications préalables à toute discussion. La rencontre a eu lieu entre Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara. Aziz Amissa, quels étaient d'abord les préalables à cette rencontre-là? Alors, les préalables, il y avait carrément la levée des blocus, qui était vraiment la première condition. Et après, il y a la libération des leaders et permettre aux partis politiques d'avoir accès librement à leur QG, à leur siège et tout ça faisait partie un peu. Mais déjà, les préalables, c'est vrai que c'est une feuille de route, mais la première option, c'était de se rencontrer et d'échanger afin d'établir un processus qui, ma foi, va commencer à fonctionner. Et puis bon, chacun va s'organiser à son niveau personnel. Et puis bon, je pense que le processus de la discussion va continuer et puis on verra. Donc vous accueillez à bras ouverts cette oui, mais il aurait pu le faire depuis, on avait demandé ça depuis fort longtemps, avant même les élections. Ça nous aurait évité tout ce qui est arrivé. Ça nous aurait évité, mais malheureusement, il avait un autre schéma qui était contraire à ce que nous on pensait. Et bon, maintenant qu'il ouvre la discussion, bon, c'est aussi tard, mais c'est pas aussi tard quand même. On verra. Alors, Justin Ongpati, cette rencontre, est-ce qu'elle était importante de votre point de vue? Merci, je dis bonjour aux téléspectateurs. La rencontre Ouattara Bédié, quand on rentre en théorie du droit, pourquoi pas? J'ai l'habitude de dire que les implications de la démocratie et de l'état de droit, c'est qu'on puisse s'asseoir pour discuter librement. 2, qu'on puisse s'écouter. 3, qu'on parvienne à un consensus. Donc, en théorie, pourquoi pas? Selon même l'esprit de la Constitution de Côte d'Ivoire, pourquoi pas? Aucune constitution au monde ne fait la promotion de l'autarcie ou n'interdit le dialogue entre les dirigeants ou entre les acteurs politiques du pays en question. Seulement que lorsqu'on descend dans la pratique et qu'on analyse un peu des aspects d'ordre contexte, on n'est pas suffisamment, en tout cas moi je n'ai pas ma soif suffisamment étanchée. Je vois 2 tableaux. Je vois un tableau de rupture de confiance entre le peuple et le président Ouattara, et je vois un second tableau de contradiction, de rupture de confiance entre le président Ouattara et les acteurs politiques, notamment ceux de l'opposition. Il y a un 3e tableau qu'on peut s'imaginer, c'est celui du rapport entre le président Bédié et les autres acteurs de l'opposition. Alors,
est-ce que le président Bédié est désigné formellement pour ce dialogue-là, de manière formelle par l'opposition? Si c'est le cas, et que ce dialogue aboutissait à des résultats très intéressants, il y a une question fondamentale d'ordre sociologie politique, une question fondamentale d'ordre social. Est-ce que l'entente entre les différents protagonistes politiques du pays assure l'entente entre le président Ouattara et le peuple? Est-ce que cela permettra au peuple véritablement de lui faire confiance? Les morts en Afrique, est-ce qu'on les oublie facilement? Voilà, donc finalement, je me pose la question de savoir, je pose la problématique de la sincérité et de l'efficacité de cette démarche, même si c'est une démarche qui est saluée, qu'on soit en droit international, qu'on soit en droit constitutionnel ou en droit institutionnel. Bon, voilà. Voilà. Alors, pourquoi l'Hôtel Ivoire et non la présidence de la République ou la résidence du président Bédié? Ah oui, à mon avis, le président Bédié a proposé ça d'une façon, de la manière... en fait, c'est une idée. Je pense que l'objectif, c'est de ne pas reconnaître, dans un premier temps, Ouattara comme président. Pour moi. Parce que aller au palais présidentiel, c'est une façon de reconnaître Ouattara dans ses droits en tant que président. Donc, il a souhaité un lieu neutre. Et donc, ils se sont rencontrés. Mais pour moi, bon, je voulais rebondir un peu sur l'analyse du procès qui est une belle analyse, d'ailleurs. Mais en tout état de cause, il faut bien qu'il y ait un début de discussion. Mais, à mon avis, Bédié est parti à cette rencontre-là. C'est une façon d'abord de briser la méfiance, mais en même temps, ça va permettre à chacun de rentrer dans sa base et de se préparer, parce que chacun aura son mot à dire. L'opposition aura sa feuille de route qui va déposer sur la table et le pouvoir aura sa feuille de route. Donc c'est à cela que je pense que Bédié est parti à cette rencontre. Maintenant, comme il demande la libération de tout le monde, parce que Bédié n'entamera une autre rencontre que lorsque il aura toute son équipe autour de lui. Voilà, et donc c'est là où les choses vont commencer véritablement, à mon avis. Il faut donc libérer les opposants arrêtés, Absolument. selon vous, Justin Mpati? Oui, je crois que bon, il faut réparer ce qui peut être réparé. Le blocus ou les différentes privations de liberté de manière globale, il faut les lever. Il faut les lever absolument. Et il faut trouver un moyen pour penser les plaies du peuple. Et je reviens encore. Puisqu'il ne faut pas seulement... Il ne faut pas se contenter de faire une analyse conjoncturelle. Il faut faire une analyse profonde et structurelle. Et dans cette affaire, qui gagne? Dans cette affaire, je trouve le président Ouattara gagner en légitimité face aux opposants. Je trouve le président Bédié gagner en rapprochement de Ouattara. Et je me pose la question de savoir si entre-temps il n'était pas désigné formellement, est-ce que cela ne pose pas la problématique de la trahison en politique au regard des autres opposants? Qui sont ceux qui perdent? Je trouve que les autres opposants, notamment le président Gbagbo et Guillaume Soro, je les trouve perdants. Même s'ils auraient désigné Bédié comme représentant pour quelqu'un dialogue. Je ne refuse pas qu'il y ait dialogue. Mais je dis, lorsqu'on aime son pays, lorsqu'on aime son peuple, il y a des actes qu'il faut poser de manière fondamentale. Et le problème central est s'il est réglé. Parce que le problème est double. Il y a un problème superficiel, c'est-à-dire les violences post-électorales. Et il y a un problème profond, c'est-à-dire la perception que le peuple ivoirien a du troisième mandat du président élu. Il se fait que l'environnement institutionnel et politique sous-régional, c'est-à-dire africain, valorise ou légitime, légalise une élection dont on entendait la population, le peuple dit que ce mandat-là n'est pas légitime. La légitimité d'un mandat vient de l'intérieur ou de l'extérieur. Vous voyez? Est-ce qu'on n'est pas en train de se faire prendre au piège? Moi, je crois que c'est un problème conjoncturel réglé. Le problème conjoncturel à la rigueur sera réglé. Mais le problème, la dimension structurelle du problème ne sera pas réglée. Regardez,
2010-2011, 3000 morts. Et conflit Ouattara-Gbagbo. Cela s'est soldé par la poursuite par la CPI vis-à-vis de M. Gbagbo. Et cela s'est soldé par une accalmie relative en Côte d'Ivoire. Le président Ouattara aurait pu sortir par la grande porte en ne se présentant pas. Quoique le Conseil constitutionnel eût interprété la révision de la Constitution dans un sens donné, dans un sens qui l'arrange, c'est un droit, c'est une prérogative, c'est un droit subjectif qui lui est créé. Il aurait pu s'en passer et qu'il serait davantage applaudi. Mais je crois que c'est toujours possible que les hommes politiques ont cette capacité de surprendre. Je m'attends à des surprises agréables. C'est possible que pendant son mandat, il trouve la grande porte pour pouvoir il sortent par la grande porte, c'est possible, rien n'est impossible. Seulement que quand on tient compte des faits que nous avons eu jusque-là, le gros problème est là. Ce que de 2010 à 2020, regardez le nombre d'années qu'on a passé pour essayer de régler des problèmes en profondeur. Est-ce qu'on a même pu régler tous les problèmes en profondeur? Puisque le dossier Gbagbo est toujours là, devant la CPI en seconde, comme en appel. Est-ce que c'est profond? Est-ce que derrière Gbagbo, c'est une grande partie du peuple? Vous voyez? Bon, mais maintenant, à 2020 vient creuser davantage la situation. Moi, l'hypocrisie en politique et vérité en politique. J'espère bien que ces rencontres-là ne vont pas nous démontrer une fois encore, comme l'a dit un homme politique béninois, que les déclarations et les discussions et les négociations politiques, la foi en cette discussion, en ces discours et en cette négociation n'engage que ceux qui y croient. On l'a vu avec des hommes politiques. On est encore en train de le vivre. La politique, ce n'est pas forcément ce que je dis. La politique, ce n'est pas seulement la négociation que je fais. Je peux te dire et après dédire. Je peux négocier avec toi A et faire B parce que j'ai le pouvoir discrétionnaire. Et qui est le président? C'est M. Ouattara qui est le président. Pourquoi la négociation, là, c'est vrai qu'il appelait Bédié, M. Bédié, il l'invitait à la rencontre, à la table de négociation, avant même les élections. Mais, évidemment, si cette négociation avait eu lieu avant les élections, on allait simplement lui demander de déposer le tablier, de ne pas être candidat. Maintenant, il est candidat, il est président. Quel que soit ce que Bédié va obtenir, quel que soit ce que les autres obtiendront, le président, c'est qui? Il a un troisième mandat, oui ou non? Alors, ça veut dire que ceux qui sont morts, ils ont été des martyrs dans quel sens? La question mérite d'être posée. Est-ce qu'on n'a pas toujours tort quand on sort manifester pour des hommes politiques et pour des causes politiques? Parce que visiblement, Bédié et Ouattara fument le calumet de la paix, mais il y a des gens qui étaient sortis, il y a des gens qui se sont fait tuer. Oui, en réalité, comme le doyen le dit, sortir et manifester, c'est un droit. C'est un droit. C'est un droit pour tout le monde. Mais, en fait, quand on demande aux gens de sortir, c'est une façon de se faire entendre. Mais on ne sort pas forcément pour crier, pour se faire tuer ou bien tuer. Au début de la désobéissance civile, il n'y avait pas de problème. Les gens sortaient, ils essayaient de faire des barricades. C'est une façon de se faire entendre. Mais quand la riposte au niveau du pouvoir vient créer la provocation, c'est là qu'il y a les difficultés. Il y a les difficultés, c'est là en fait. Mais comme le doyen le disait tout à l'heure, je répondis un peu. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous personnellement, on ne peut pas faire confiance au pouvoir. On ne peut pas faire confiance. Et comme il a dit, et en tout état de cause, Ouattara, il est plus gagnant dans cette situation. Parce qu'il est au pouvoir. Il a les moyens de l'État, il a les institutions de l'État, il a l'armée et tout ça. Il peut en faire ce qu'il veut. Mais aujourd'hui, on est obligé d'ouvrir un débat. On est obligé d'ouvrir un débat. Et on va ouvrir le débat, il va y avoir des conditions qui vont être posées. À la limite, ça arrive dans certains pays. Il peut être à la tête du pays, mais en réalité, il n'est que figuratif. On peut le déshabiller. On peut le déshabiller. Créer un gouvernement d'union, mettre un comité scientifique en place qui va commencer certainement à préparer les élections de 2025. Il y a toutes ces possibilités qui peuvent être mises sur la table. Et puis bon, voilà. Mais aujourd'hui, on est obligé d'aller à la discussion. Parce qu'on ne peut pas utiliser la force
On ne peut pas utiliser la force. C'est vrai qu'utiliser la force, c'est pourquoi pas basculer dans l'incertitude des personnes ne le souhaitent pour la Côte d'Ivoire. Il faut aller à la discussion. Une quarantaine de morts comptabilisées selon même d'ailleurs. Le régime en place, Bédié qui voit Ouattara pour briser la glace. J'ai envie de demander, professeur Justinien Oupati, tout ça pour ça. Même si Justinien, selon les règles universitaires, n'est pas dans la posture d'un professeur. Vous voyez, j'avais dit sur ce plateau, quand Bédié avait appelé la population ivoirienne à la désobéissance civile, j'avais dit que quand le président Ouattara se trouvera en position de force, cela sera traité, cela sera criminalisé. C'est-à-dire cela sera traité suivant les règles du droit pénal. Et cela va entraîner des implications, d'ordre judiciaire conséquentes. Lorsque les élections sont terminées et que les tendances ont commencé par se faire voir en faveur du président sortant, vous avez vu que tout de suite, le procureur de la République a pris cette responsabilité et cette désobéissance civile qui peut être perçue suivant l'angle politique, comme la manifestation, comme le désaveu du président Ouattara par le peuple, comme la perte de confiance et du peuple, comme le peuple ayant perdu sa confiance vis-à-vis du président Ouattara, comme un appel du peuple à ce qu'il renonce à un troisième mandat. Et bon, évidemment, quelle partie du peuple? Il y a aussi ça, parce que tout le peuple n'est pas avec les opposants non plus. Parce qu'il faut faire un raisonnement objectif. Tout à fait. Mais ce peuple-là, qui appelait à ne pas se présenter à un troisième mandat, est-ce que ce peuple a été écouté? Il n'a pas été écouté. Est-ce qu'un président est au pouvoir pour écouter son peuple ou pour faire sa volonté? Je ne réponds pas à la question. Parce que la réponse, elle se déduit naturellement de la question. Mais ce qui se passe, est-ce qu'on peut dire que le fait que le président Ouattara se soit présenté et qu'il ait eu gain de cause, est-ce que cela veut dire qu'il n'a pas écouté le peuple? Ou bien est-ce que ça veut dire que le peuple, s'il n'avait pas écouté le peuple, si le peuple était vraiment sincère, ne voulait pas qu'il soit candidat, est-ce qu'il aurait été élu à ce pourcentage? Ou bien, que retenir des chiffres sortis? Vous voyez, il y a des questions, parfois des questions même antinomiques là. Maintenant, la discussion, il vaut mieux. Il vaut mieux. La discussion, elle est le plus à inviter lorsqu'on est dans un cadre de paix, on est dans un contexte de paix, de démocratie complète, d'état de droit sans faille, où fondamentalement le dirigeant écoute le peuple. Le dirigeant tient compte de ce qu'on lui dit. Le dirigeant communique avec son peuple. Mais il y a la discussion de crise. C'est de ça qu'il s'agit ici. C'est ça. Asseyons-nous, essayons de voir ce qu'on peut réparer. Ça manifeste une certaine dose de patriotisme et d'homme d'État de la part du président Ouattara. Une autre personne élue président aurait pu passer par la force, aurait pu continuer avec la force et dire, mais écoutez, police agissez, armée agissez, en tout cas je suis le président. Mais cette démarche dans laquelle il rentre, la démarche de discussion, elle est à saluer, même si ce n'est que pour des impacts d'ordre conjoncturel et non structurel, de mon point de vue. Maintenant, vous avez évoqué cela tout à l'heure. Et le problème de modèle de gouvernance, quel est le modèle? Évidemment, leur discussion, ça va aboutir à ça. Qui est le président? On a répondu. Le peuple a répondu. En tout cas, les chiffres que nous avons eus ont répondu. C'est le président Ouattara qui est le président. Quel modèle de gouvernance? Soit il gouverne comme si de rien n'était, comme il avait fait avec le RHDP. Sa seule majorité. Oui. Et il pilote. Et dans ce cadre-là, il ne serait pas en porte-à-faux avec la Constitution. Soit il fait figuratif et il trouve une formule constitutionnelle pour réviser, ou bien il garde la Constitution comme ça et il passe par le système de gouvernance au sein du Conseil des ministres pour pouvoir élever un ministre ou quelques ministres, 2 ou 3 ou un, au-dessus des autres, une sorte de premier ministre, de manière à ce que ce premier ministre-là, premier ministre vrai, ou en réalité un président
qui est caché derrière le titre de Premier ministre, et il est derrière et il pilote de manière à ce que ce dont j'ai toujours parlé par rapport à la Côte d'Ivoire, parce que je disais que ce n'était pas bien que la Côte d'Ivoire se retrouve sans leader politique, comme ce qu'on a vu avant les élections. Mais ça pourrait être l'occasion pour lui, peut-être d'ici 2-3 ans, de préparer la relève, de manière à ce que les dernières années de son mandat, il puisse complètement se retrouver beaucoup plus en train de vaquer à ses occupations de grand-père, tout ça là, en faisant déjà confiance à ces jeunes-là, qu'il a eu le temps de faire chose. Je crois que le modèle de figuratif, comme vous venez de le dire, c'est le modèle le plus indiqué. Donc ça va être un modèle de figuratif en trois temps. Le premier temps, il fait du coaching. Et d'abord, un gouvernement d'union nationale, comme il l'a dit, les opposants suffisamment impliqués, mais jusqu'à quel degré se font-ils confiance et se sont-ils pardonnés? C'est une question. Et par la suite, ça c'est le premier temps. Donc un gouvernement d'union nationale qui implique suffisamment les opposants. Le premier temps maintenant, du coaching de sa part avec son leadership au devant. Au second niveau maintenant, il se met un peu au milieu et il laisse les autres avancer et il voit et il essaie de faire des recadrages avec eux. Troisième temps, il est complètement aux arrières et il donne des conseils. Et après ça, pendant que son mandat serait en train de se tirer à sa fin, on aurait déjà eu en Côte d'Ivoire, outre M. Gbagbo, Bédié, Blé Goudé, et Guillaume Soro et tous ceux-là dont on a l'habitude d'entendre les noms, on aurait eu le temps d'assister à l'émergence d'une nouvelle classe politique. Pourquoi pas? De manière à ce que le FPI, et le PDCI, le RHDP, que tous ces partis-là travaillent au renouvellement de la classe politique. La Côte d'Ivoire attend ça. La Côte d'Ivoire attend ça. Je crois que c'est ce second modèle-là est le modèle le plus indiqué. Maintenant, le troisième modèle, pour moi, qui est un modèle qui n'arrange pas non plus du débonnaire, c'est qu'ils disent, bon, moi, il y a déjà le titre de président, ça me va. Maintenant, prenez le pays, dirigez le pays, et qu'il soit derrière. Mais là, si ça échouait, ce serait sous sa responsabilité. Ouais. Donc, voilà un peu. Je crois que on ne peut qu'avancer avec cette discussion-là. Et on ne peut que les sensibiliser à se faire confiance et demander que M. Bédié, M. Ouattara, qu'ils regardent le peuple. Moi, je ne fais que dire ça aux démocrates. Ce qui est le plus important pour un dirigeant, c'est que son peuple se souvienne de lui en bien quand il l'aurait quitté. Prenez par exemple le président Nelson Mandela en Afrique du Sud. Prenez par exemple le président Blaise, je dis Blaise comparé, le président Thomas Sankara, j'allais dire, par rapport au Burkinabé. Prenez le président Mathieu Kérékou par rapport aux Béninois. Et d'autres présidents sont encore vivants, mais ne sont plus au pouvoir. Et Obasanjo, par exemple, au Nigeria. Vous voyez, quand on évoque ces noms, ça dégage une certaine énergie de positivité. Ça dégage une certaine énergie de valeur. On a l'impression, quand on dit le président Mathieu Kérékou, tout de suite là, on voit l'homme. Quand il était chaud, on le voit par la suite purement démocrate dans les années 90. Nous, on était en bas, on était en haut, on est venu en bas. Maintenant, on remonte en haut. Vous voyez, l'homme qu'on est allé rechercher en 1991, je crois, ou 96. C'est 96. Vous voyez, c'est ça. Il faut que les hommes politiques qui traversent le temps et qui puissent vivre longtemps dans le cœur des citoyens. Bon, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, je l'ai dit. Je dis Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire n'est pas n'importe quel pays en Afrique de l'Ouest. Ça va impacter l'Afrique de l'Ouest et je souhaite que cela impacte positivement l'Afrique de l'Ouest. Je voudrais profiter pour demander au peuple de retourner à son calme. Puisque ce qu'ils ne voulaient pas, c'est déjà arrivé. Ils vont me retourner au calme, à la paix et laisser les protagonistes de la mouvance de l'opposition piloter la suite pour que ce qui peut être réparé soit réparé. Le renouvellement de la classe politique, est-ce que ce n'est pas une priorité selon vous aujourd'hui? Parce que visiblement, on a l'impression qu'il y a trois personnalités qui caporalisent les querelles politiques depuis les années 90. Ces personnalités-là sont proches des 80 ans ou plus de 80 ans. On a on va dire, un premier noyau dur autour qu'on peut appeler peut-être Soro, Blé Goudé, Hambak, le ministre Ahmed Bakayoko, qui aussi pourrait être la prochaine génération d'hommes politiques à s'affronter dans les urnes.
Est-ce que aujourd'hui la Côte d'Ivoire n'a pas un besoin urgent de voir autre chose que ces personnes-là qui, quoi qu'on dise, ont eu à faire chacune leur preuve de dirigeants à divers niveaux en Côte d'Ivoire? Oui, c'est vrai. Une nouvelle classe politique, elle est souhaitée, et même plus que ça. Mais en réalité, on ne force pas la population à changer subitement de classe. Vous voyez, la succession doit se faire de façon méthodique. Et comme quelqu'un le disait tout dernièrement, la succession doit se faire de façon méthodique. C'est vrai, on veut renouveler la classe, mais pas de façon brutale. Parce que de façon brutale, ça envoie toujours des difficultés. On a vu la succession de Houphouët-Boigny nous envoyer beaucoup de difficultés. Parce que Houphouët n'avait pas vraiment préparé. Et donc, ça nous envoie beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, c'est vrai, on a besoin d'une nouvelle classe. Mais ceux-mêmes qui sont là déjà, il faut qu'eux-mêmes, ils présentent même des normes et des exemples de bonne attitude. Être dans des dispositions même pour pouvoir nous amener à une nouvelle classe. Par exemple, quand je prends le cas de M. Ouattara, le président actuel. Mais il a eu des méthodes qui n'ont jamais été démocratiques. Des méthodes qui n'ont pas... À l'époque, juste après la crise Gbagbo Laurent, mais il y a des leaders politiques qui ont demandé les états généraux même de la République. Ce qui aurait mis sur la table beaucoup de situations, l'analyse technique de beaucoup de situations, ça nous aurait évité tout ça. Mettre une feuille de route, des méthodologies et tout ça. Mais Ouattara se lève, il change la constitution quand il veut. Une constitution, ça même, on ne modifie pas quand on veut. Des constitutions qui ont été faites depuis combien, 60 ans, 100 ans, n'ont jamais été retouchées. Mais nous, en Afrique, dès qu'on se lève le matin, on enlève une virgule. Le lendemain, on enlève un plus. Bon, ça ne peut pas. Donc, Ouattara a toujours fonctionné dans cette méthode-là. Mais il aurait pu sortir par la grande porte, comme le professeur l'a dit. C'est vrai, Bon Coulibaly perd à son âme, décède. Mais il n'y a pas quelqu'un qu'on peut présenter. Que ça soit forcément lui. Et l'article 55 dit 2 mandats, point barre. Ça, c'est quelque chose qui n'est même pas discuté. Mais il s'est entêté dedans pour dire, bon, ok, parce que l'autre est décédé, donc le peuple m'appelle. Mais quel peuple qui t'appelle? Mais c'est ce même peuple-là qui te désavoue pour dire, non, tu ne peux pas faire un 3e mandat parce que c'est illégal. Mais quel héritage politique tu vas laisser à cette nouvelle génération? Puisque toi-même, tu ne respectes rien. Tu ne peux pas laisser d'héritage politique. Un héritage politique, c'est quand même quelqu'un qui a fonctionné selon les règles, qui respecte les thèses et qui est vraiment un exemple. Mais Ouattara ne l'est pas. Il ne l'est pas. Donc pour moi, cette nouvelle classe-là, il faut vraiment s'asseoir, remettre les tests fondamentaux même de la Côte d'Ivoire sur la table, rediscuter, réorganiser les choses, repenser même, afin de pouvoir aboutir à une nouvelle classe politique. Travailler à crédibiliser davantage les institutions. Absolument. Pourquoi pas? Je voudrais abonder dans le même sens, pour dire que, c'est-à-dire, je ne voudrais pas me mettre à faire de la théorie constitutionnelle, mais je voudrais dire quelque chose. Vous savez, au XVIIIe siècle, la loi était célébrée. Du XVIIIe siècle, la loi était célébrée. Et quand on se réfère un peu à l'histoire du droit, la loi était célébrée en Europe et en France surtout. On parlait de légicentrisme. Et dans le temps, l'Assemblée nationale, disons le Parlement, n'était pas n'importe quelle institution. À partir des années 70, et plus précisément à partir de 1970, le modèle, la Constitution a été, et bien avant ça, mais il y a eu une décision en 1971, où déjà dans les années 1970, on a commencé par valoriser la Constitution. Parce que on a constaté que les gens avaient plus de facilité à toucher aux lois. On a alors remonté vers la Constitution, de sorte que la Constitution devient la loi des lois, les gens l'appellent la loi fondamentale, la norme au sommet, qu'on ne touche pas n'importe comment. C'est comme le fétiche duquel sortent les petits fétiches. Tout à fait. Mais moi, je ne comprends pas. En théorie de l'État, la Constitution n'est pas manipulable n'importe comment. Tout à fait. La Constitution, non. Révision constitutionnelle ou changement de mode de gouvernance. Il est possible de garder la Constitution en l'état et de faire quelques réglages de manière à ce que dans la gouvernance, de manière à ce qu'on parvienne aux objectifs politiques, aux objectifs de gouvernance que l'on a.
C'est fondamental. La Constitution fonde la démocratie et fonde l'État de droit. Mais lorsque vous touchez à la Constitution n'importe comment, parfois même vous touchez à la Constitution n'importe comment, parce que vous n'êtes pas constitutionnaliste, un homme politique n'est pas un constitutionnaliste, vous n'êtes pas spécialiste de la théorie constitutionnelle, vous ne savez pas comment il faut toucher à une constitution pour assurer l'équilibre des différentes règles à l'intérieur. Le président Ouattara a promis que personne ne maîtrisait la constitution ivoirienne plus que lui. Non, moi je dis ce que je sais par rapport à la science. Lorsque vous mettez la main dans la constitution n'importe comment, le juge constitutionnel que la constitution a prévu pour l'interpréter, le juge constitutionnel, le conseil constitutionnel que la constitution a désigné pour pouvoir dire le sens dans lequel on va l'interpréter, ce juge-là va vous prendre cette constitution révisée et vous dire que vous êtes dans une nouvelle république. Et lorsqu'il dit ça, c'est ça. Puisque le juge constitutionnel, soit il fait de la politique en ne disant pas la vérité, donc de mauvaise foi, soit il fait de la science du droit en étant de bonne foi. En tant que juriste, moi, je dis que le juge constitutionnel, théoriquement, est de bonne foi. Lorsque le juge constitutionnel est devant une constitution révisée et que cette constitution révisée le conduit à conclure qu'on est dans une nouvelle, que cela a créé une nouvelle république, de manière scientifique et objective, le juge est obligé de le dire. Mais est-ce que parce que le juge l'a dit, est-ce que parce que le juge a dit que une nouvelle république est née, que ce juge-là a demandé à quelqu'un d'être candidat pour un troisième mandat? C'est là la question. C'est la continuité. Voilà. Donc, on laisse. Je crois qu'il faut voir, il faut tenir compte du contexte. Il faut voir la paix. Il faut voir le peuple. Il faut voir la sécurité. Mais je laisse ça là de côté. La démocratisation des partis politiques et le financement des partis politiques, c'est un problème sérieux en Afrique de l'Ouest. C'est un problème même sérieux en Afrique. Une personne riche qui a des milliards crée un parti politique et on dit qu'on a un parti politique et les gens rentrent dedans à flot, ils ne cotisent même pas, il n'y a pas de... l'élection n'est même pas, le mode électoral n'est pas un mode consacré pour désigner ceux qui vont animer, diriger les institutions du parti. Bon, au niveau des institutions de la République, on sait qu'il y a des élections par endroit et il y a des désignations par endroit. Même ces élections également, il y a un problème. C'est des questions qu'il faut se poser. Donc, le problème du phénomène partisan se pose. Quoi qu'on fasse, ça se pose. Hein? Bon, je voudrais rappeler la loi de causalité. Et quand vous rentrez dans cette théorie de loi de causalité, c'est de mon point de vue, ce n'est pas une théorie juridique. C'est une théorie peut-être de la métaphysique du droit. C'est que ce que vous faites à quelqu'un, on vous le fera. Vous voyez un peu M. Ouattara, dans les années 2000... la loi de la nature. Dans les années 2006, 7, 8, on a vu ce qu'il a enduré dans les mains de ceux-là aujourd'hui qui sont opposants, avec ce principe d'ivoirité, où on disait que ce concept d'ivoirité, où on disait qu'il n'est pas ivoirien, il est burkinabé, il n'est pas... Finalement, en 2010-2011, la communauté internationale s'est mobilisée pour dire mais ce monsieur-là a gagné les élections et il a pris le pouvoir. Quand je parle de sortir par la grande porte, on fait comme cela se doit et on s'éclipse comme Nelson Mandela l'a fait. Évidemment, on n'est pas obligé de copier les autres. Mais ce qu'il a vécu avec les autres, je ne sais pas s'il le fait volontairement ou si c'est les circonstances qui l'amènent à le faire. Les autres maintenant vivent ça avec lui. Maintenant, ce que lui il est en train de poser comme acte, maintenant il est en train de semer aussi. Il est en train de semer. On ne sait pas les résultats ou les conséquences que cela va entraîner. Donc que les acteurs politiques tiennent compte du principe de la loi de la causalité, qui est une loi qui fonctionne même en politique. Ce que vous faites à l'autre, on vous le fera. Ça, c'est la nature. D'une manière ou d'une autre. Alors, il est temps qu'on retourne au calme, qu'on retourne à la paix, que les citoyens retournent à leurs occupations et que les dirigeants et que les opposants y discutent. Cette discussion-là, comme je l'ai dit, on ne peut pas faire autrement, on va suivre de près, mais que tout se passe en bonne intelligence, que tout se passe suivant les règles de l'art et surtout que M. Bédier ne soit pas tassé demain de trahir les autres opposants dont je ne sais pas s'il est le représentant formel dans cette discussion. Voilà qui est clair. Oui, je voulais rebondir juste sur ce. Tout à l'heure, le professeur a dit par rapport à la communauté internationale qui
à estimer que Ouattara avait gagné les élections. Mais en réalité, je voulais rappeler aussi que ce n'est pas la communauté internationale qui vote. Et puis, une élection dans un pays démocratique, un pays indépendant, c'est les institutions de ce pays qui donnent les résultats d'une élection. Mais ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est le contraire de ce qui se fait normalement dans le monde. Qu'on aille proclamer les résultats d'une élection d'un pays indépendant sur une chaîne internationale, non la télévision nationale, qu'on aille proclamer les résultats dans une chambre d'hôtel, bon, ma foi, et qu'on nous dise il faut un certificateur. Bon, voilà. Donc, pour dire que c'est pas la communauté. C'est vrai que c'est la communauté qui a élu Ouattara. Nous, les Ivoiriens, nous, on l'a pas élu. Hein. Voilà. Le PDCI demande aussi, outre le fait que le domicile et donc les charges soient abandonnées contre les opposants actuellement arrêtés et peut-être dont personne ne sait où ils sont, notamment Pascal Affi-N'Guessan qui n'a pas eu accès à ses avocats. Le PDCI demande un dialogue inclusif et élargi à l'ensemble des plateformes et partis politiques de l'opposition. Il s'agit donc de n'oublier ni le Front populaire ivoirien dans cette discussion-là, ni le mouvement Génération Peuple Solidaire GPS de Guillaume Kibafori Soro. Selon vous, le PDCI a visiblement envie d'aller aux discussions, mais n'a pas envie d'y aller seul pour ne pas passer pour ce que vous disiez tout à l'heure, la personne qui trahit le mouvement d'opposition. Oui, parce que en tout état de cause, M. Bédié lui-même, pour dire vrai, il y a des choses qui se sont passées dont aujourd'hui le peuple avait manqué carrément à bafouer sa confiance vis-à-vis de M. Bédié. Mais vous savez, quand quelqu'un va quelque part, il arrive, se cogne la tête et qu'il revient et qu'il dit « je me suis trompé », il n'y a pas de débat derrière. Il faut lui accorder ça. Il faut lui accorder. Donc on a accordé cette confiance. On a réaccordé encore la confiance à M. Bédié. Et donc il dit « je vais aller à la discussion, mais je vais aller avec toute l'opposition réunie, avec tous les leaders. Je ne veux pas aller à une discussion parce que ça peut sembler... Comme il était déjà en collaboration avec Ouattara, je vais dire à la limite un deal à Ouattara, et que bon, le deal malheureusement, de part et d'autre, ça n'a pas été respecté, donc il s'est retiré. Et donc, lui seul allait à une discussion, ça sous-entend que forcément, ça laisse un peu de tâches. On peut penser peut-être, bon, écoute, il peut être corruptible, il peut être facilement manipulé. Et donc, il dit, je vais à la discussion avec tout le monde. Et ça, c'est la bonne formule. C'est la bonne formule. Donc, il faut que les gens aient une feuille de route commune et déposée sur la table. Et voilà, je pense que la discussion peut être plus crédible et tout ça. Justin Mpati, est-ce que le président Ouattara n'était-il pas aussi dos au mur? Parce que cet appel-là aux discussions, cet appel-là à son grand frère, le président du PDCI RDA, on voit que le ton a changé. Il n'a pas du tout épargné le président Bédié tout dernièrement. Aujourd'hui, il revient, il lance un appel à son grand frère pour qu'il y ait discussion, il se rencontre. Est-ce que, selon vous, quelque part, je ne dirais pas la main noire, mais est-ce que, quelque part, certains couloirs n'ont pas été exploités pour obliger, pour contraindre le chef d'État à faire des concessions et à aller résolument vers la paix? Non, si le président Ouattara n'est pas de mauvaise foi et n'est pas dans la ruse, c'est que forcément il est de bonne foi et il est dans une stratégie politique d'apaisement. Cette démarche, naturellement, peut être inspirée, peut venir de lui-même, puisque Dieu vit à l'intérieur des cœurs, même à l'intérieur des cœurs des hommes politiques. Et lorsqu'à un moment donné, il décide d'écouter Dieu, à qui appartient le peuple qu'il dirige, quand il décide d'écouter Dieu, parce que la plupart du temps, il n'écoute pas Dieu, il n'écoute pas le peuple. Mais quand il décide d'écouter Dieu, Dieu les éclaire et il pose des actes positifs.
Vous avez vu la démarche qu'il est en train d'initier. Vous avez parlé du ton qui change. Vous avez vu, c'est comme s'il a les bras ouverts. Oh, venez vers moi. Oh, venez, j'ai les bras ouverts. Il le disait déjà avant le débat qu'il a eu, l'interview, l'entretien qu'il a eu avec les journalistes français. Dans cet entretien, il a eu à le dire. Bon, c'est aussi possible qu'il ait le dos au mur. Parce qu'il me semble qu'une bonne partie de la communauté internationale, je suis en train de voir certains États suffisamment influents et dont la diplomatie est déterminante en Afrique francophone de l'Ouest. Tout à fait. Et c'est possible qu'il ait le dos au mur, c'est-à-dire que ses partenaires internationaux, ses partenaires politiques des internationaux lui aient dit, ou lui eussent dit, la condition pour qu'on puisse vous concéder ceci, cela, c'est que vous fassiez ça, là, ça, là, ça, là. C'est vrai. Évidemment, on n'a pas des données sûres, des données fiables pour l'affirmer. Mais je crois qu'on peut quand même affirmer que la paix en Côte d'Ivoire et la sécurité en Côte d'Ivoire, le bien-être du peuple ivoirien semble préoccuper le président Ouattara. Sinon, le monsieur il va au 3e mandat, vous avez dit, les gens ont dit il ne doit pas. Il a forcé, il a eu. Il a eu, après moi, la tempête. Après moi, je m'en fous, moi j'avance. Mais il a changé de démarche, soit en bonne stratégie politique dans l'intérêt du peuple, soit en stratagème ou ruse pour tromper. On verra d'ici quelques temps ce qu'il en est. Mais ce qui est sûr, on sent que la paix et le peuple ivoirien le préoccupent de plus en plus. Et moi, je voudrais demander au président Ouattara d'avancer dans ce sens. De ne regarder que la paix, la sécurité, le peuple, la démocratie, l'état de droit. De traverser le temps, puisque le mandat là s'impose. Bon, le peuple n'a qu'à l'accepter, mais que le président Ouattara profite de cela pour se faire un très bon lit dans le cœur des Ivoiriens, pour se faire un très bon matelas dans le cœur des Ivoiriens, pour faire en sorte qu'ils puissent vraiment traverser le temps au plan de la diplomatie institutionnelle ou multilatérale au sein de la CEDEAO, que le président Ouattara profite de cette occasion pour s'élever au-dessus des autres de manière positive, pour être perçu beaucoup plus comme le coach, comme le mentor, l'inspirateur, le motivateur, celui qui calme les ardeurs, celui qui, lorsqu'il apparaît dans un foyer de tension dans l'espace CEDEAO, tout le monde se calme. Le patriarche est là. Le grand frère est là, il faut que nous tenions compte de sa présence. Moi, je souhaite qu'il avance dans ce sens et qu'il puisse terminer mieux que Nelson Mandela. Qu'il termine mieux que Nelson Mandela, de manière à ce que le peuple ivoirien ne puisse plus jamais l'oublier en bien. De manière à ce que, même pendant sa retraite politique, le président qui sera au pouvoir ou les présidents qui auront l'occasion de passer soient tentés d'aller vers lui pour demander conseil. Grand frère, Pépé, ça là, j'ai telle difficulté, comment on fait? Moi, je dis, le 3e mandat du président Ouattara, c'est un mandat de rachat. Le 3e mandat du président Ouattara, c'est un mandat pour pouvoir s'élever, pour prendre de la hauteur au-dessus des mêlées et pour vraiment rentrer dans l'histoire politique positive de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest. Je ne suis pas d'accord. Je le souhaite. Oui, vous n'êtes pas d'accord. Allez-y, exprimez-vous. Non, on ne peut pas dire ça. Parce que, d'abord, le fait même de ne pas respecter la Constitution, c'est grave. De façon éthique et morale, c'est grave. Donc, il ne peut pas refléter quelqu'un qui va nous laisser une image ou... un bon héritage. Non, il n'y a pas. Déjà, il a failli. Le simple fait de ne pas respecter la Constitution, l'article 55, c'est déjà un problème. Vous voyez, Ouattara a un passé politique qui est calamiteux. On ne peut pas dire que Ouattara va être un exemple. D'abord, pour qu'il soit candidat à l'époque, c'est le président Laurent Gbagbo qui a utilisé l'article 35 qui a fait de lui un candidat. Au nom de la paix. Au nom de la paix. Il a été candidat au nom de la paix. Sinon, de façon technique, il répondait à rien.
Alors, tu viens, tu prends le pouvoir par tes amis de la communauté internationale et tu arrives, tu modifies la Constitution, tu enlèves un certain nombre d'éléments qui, ma foi, le dérangeaient lui-même à l'époque. Qui le dérangeait. Parce qu'il faut être ivoirien de père et de mère, il faut avoir résidé permanent 5 ans précédant la date des choses. Il a tout bâclé. Il a tout bâclé. Et c'est ça même qui a permis à Bédié aussi d'être candidat parce que la limitation d'âge a été levée. A été sautée. A été sautée. Alors, Ouattara ne peut pas nous laisser un héritage politique pour dire demain, regarde même le président Laurent Gbagbo. À la veille des élections, a fait une conférence, 9 ans, il n'a pas parlé. Il a dit non, il faut aller à la discussion. Discuter. Mais Ouattara n'a pas écouté. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo aurait pu rentrer dans un discours guerrier. Vous comprenez? Puisqu'il a été frustré, il a subi des choses et tout ça. Il aurait pu tenir un discours à la limite guerrier, inciter la population et tout ça. Mais s'il le disait aujourd'hui, on ne serait pas ainsi là. Parce que si Gbagbo, ce qu'il dit, la population va suivre. Parce qu'il a sa cote de popularité très élevée. Mais malheureusement, le président, heureusement d'ailleurs, il a appelé à la discussion. Mais Ouattara ne l'a pas fait. Mais il avait son plan à lui. Mais il vient d'ouvrir des discussions, c'est à saluer. Oui, mais là, c'est un peu comme le médecin après la mort. Mais justement, c'est pour ça que je dis il avait sa stratégie à lui. Il se dit, bon, ok, je fais le forcing, je fais le passage en force, je suis élu et j'ouvre la discussion. Et en ce moment, l'opposition n'a plus le choix. Voilà sa stratégie qu'il a menée. Sinon, tout ce débat, ce qui se fait aujourd'hui, il aurait pu le faire avant. On avait même proposé, pour moi, il repoussait les élections même à 90 jours, à 120 jours, donner le temps à une discussion franche, remettre les choses à plat, même si lui-même, de façon, on pouvait même, à la limite, aménager de sorte qu'il soit candidat. Tout ça pour éviter des potentielles crises. Tu vois, dans tous les cas, dans une discussion politique, il y a des aménagements, il y a des arrangements. Il y a des concessions. Il y a des concessions. De façon exceptionnelle, on peut le faire, comme on l'a fait avec Laurent Gbagbo Lati, 33 ou 34, quelque chose comme ça. Mais il n'a rien, il n'a pas accepté. Et aujourd'hui, nous, la discussion, cette discussion va accoucher de quoi? D'une souris. Elle va accoucher d'une souris. Parce si on va remonter sur beaucoup de faits, la discussion ne pourra pas avancer. Donc, on est obligé de s'atteler sur un certain nombre d'éléments. Par exemple, il est déjà assis, il est élu. Donc, il faut partir sur la base peut-être d'un certain nombre de gouvernements, partage du pouvoir et des choses comme ça. Mais ça va apporter quoi? Au détriment du peuple. Juste vous vouliez réagir. Oui, vous avez dit que le président Ouattara était candidat, son 3e mandat est anticonstitutionnel. La Constitution a été révisée. Soit on fait un traitement juridique, soit on fait un traitement politique. Où on croise les deux. Le traitement juridique, le président Ouattara, quelque part, on peut ne pas lui en vouloir. J'ai eu l'occasion de le dire ici. Cherchez plutôt à avoir maille à partir avec votre juge constitutionnel. C'est le Conseil constitutionnel qui a interprété la Constitution révisée dans le sens d'une nouvelle République. Oui, mais c'est lui qui a mis son comité en place. Mais ce qui est visible, c'est que le juge constitutionnel, évidemment, on sait ce qui peut être en dessous, mais nous parlons de ce que nous voyons. Donc, je crois que il a profité. J'ai dit tout à l'heure que ce n'est pas parce que le juge constitutionnel t'a créé une prérogative que tu vas forcément en profiter. Maintenant, tout change. Vous avez dit tout à l'heure, quand vous interveniez pour dire que M. Ouattara ne peut plus jamais rentrer dans le cœur des Ivoiriens, que tout ce qu'il a fait de mal là, que c'est terminé, il n'y a plus rien qu'on peut faire en quelques années pour être bon. Ça rappelle un chant ici. En fond, on dit que celui qui a fait du mal tout le temps là, il ne peut pas vouloir faire du bien, il ne peut pas faire du bien, et on va accepter. Mais Dieu pardonne. Dieu pardonne. Tout change. Et celui qui a été mauvais sur 10 ans, si c'était le cas, il peut passer 3 ans et être très bon. Faire des choses que des gens n'ont jamais pu faire pendant 30 ans, pendant 50 ans. Si par exemple demain, une situation se présentait et le président Ouattara allait au front pour défendre la patrie, lui-même en premier, face aux ennemis, et il finit par gagner, vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Tout change. Maintenant, vous êtes revenu sur le mot. Vous avez dit pourquoi pas de discussion avant les élections. Mais s'il y avait discussion avant les élections, ça allait rimer à quoi? On allait lui dire de ne pas être candidat. Mais le monsieur veut être candidat, il a eu déjà son mandat. Maintenant, la discussion vient. C'est pour cela que je me pose des questions par rapport à la ruse. Bon, maintenant, le pardon. Le peuple est obligé de pardonner. Il y a des pardons délivrés
spontanément et il y a des pardons forcés. Nous sommes dans un contexte de pardon forcé. Tout est déjà gâté. Bon, le pardon, ça s'accompagne avec des actions. Le peuple est bien obligé de pardonner. Si le peuple ne pardonne pas, c'est que le peuple avance dans la vengeance et dans la violence. La vengeance et la violence, ça peut multiplier le nombre de morts par 10, par 100. On ne souhaite pas. Si on me dit de choisir entre 4000 morts et 40 morts, déjà réalisés, je dirais c'est dommage qu'il y ait eu 40 morts, mais il vaut mieux qu'on s'en tienne à ça. C'est ça le problème. Donc, il faut que les Ivoiriens, qu'ils essayent de ramener la balle à terre et d'avancer, qu'ils laissent les hommes politiques piloter le reste, les opposants, oui, et que tous les opposants soient présents à la table de discussion. Oui, je suis d'accord. De manière à ce que M. Ouattara, je crois qu'il a compris, il faut qu'il rentre dans l'histoire ivoirienne en posant des actes. En posant des actes. Par exemple, il faut faire rentrer Laurent Gbagbo, il faut faire rentrer Blé, il faut faire rentrer Soro Diop. C'est vrai, c'est vrai. Tout ce beau monde, il faut qu'il rentre. Et il faut que, parce que quand on l'a écouté avec les journalistes, on a senti, on a l'impression que la procédure d'appel vis-à-vis de Gbagbo pourrait se solder, pourrait être compromettant pour M. Gbagbo. On a l'impression que c'est comme si le président, il dit d'attendre que l'appel se réalise d'abord, qu'on finisse, que l'affaire soit traitée en appel avant qu'il ne rentre. En fait, il dit ça. Mais je dis non, c'est souhaitable. Il est plutôt souhaitable, il n'est pas juge, il est plutôt souhaitable que l'appel là soit carrément radié. Il est souhaitable qu'il n'y ait même pas d'appel, que le président Gbagbo rentre tranquillement et que tout ce qu'il y a comme blocage s'estompe. L'État ivoirien doit donc retirer ses il faut travailler pour que tout ce qu'il y a, ce que vous venez de dire, même que si ça veut qu'il y avait les blocages là s'estompent. Mais la Cour pénale dit, le juge dit, monsieur, vous pouvez rentrer chez vous, on a besoin de vous, vous venez. Il est libre de tous ces mouvements. Ce qui est vrai. Il est libre de tous ces mouvements, même si Bensouda fera un appel, mais ça n'impacte en rien. Un appel, il prend le billet, il va, on l'entend. Dans tous les cas, nous tous, nous savons que ce procès, c'est un chaos. Le procès n'aura plus lieu. Mais je suis certain que les actions seront posées par le président Ouattara dans le sens favorable pour M. Gbagbo, pour M. Bédié, pour Guillaume Soro. Ouattara n'a pas voulu que Gbagbo rentre avant les élections parce que ça allait impacter les élections. C'est possible, c'est une analyse qu'on peut faire. Voilà sa stratégie, parce que Gbagbo Laurent a la notoriété et avec son aura politique. Il ouvre la bouche, il dit quelque chose, ça va impacter. Mais l'homme politique, lorsqu'il a en position de force, il profite des failles. C'est ça. La preuve, son interview qu'il a fait, il y a eu plus d'1 million de vues. Donc, pour dire quoi? Il a encore la cote de popularité. Donc, Gbagbo à Abidjan, pendant les élections, mais attends, c'est pas bon. Donc, il a utilisé cet aspect pour dire oui, comme il y a un appel en attente, en cours, mais c'est pas ton problème. C'est vrai. C'est pas ton problème. Les juges l'ont libéré, monsieur, rentrez chez vous. Les juges même ont donné à la Côte d'Ivoire de créer les conditions pour qu'il rentre chez lui. Mais l'État de Côte d'Ivoire n'a pas répondu. Donc ça veut dire que le Ouattara a son plan. Il faut que la communauté internationale travaille à la relaxation, à ce que le monsieur Gbagbo se sente... Vous allez voir, dans ces temps-là, ils vont s'atteler à attribuer... Et puis, un monsieur qui a été président de la République, on n'a pas besoin de douter de sa nationalité. Pour donner un passeport à Gbagbo, on n'a pas besoin de demander de produire un certificat de nationalité. C'est une personne connue. Voilà. Donc, on n'a même pas besoin d'aller se chercher un certificat de nationalité. Maintenant, il se fait que le président Ouattara n'a plus d'enjeu politique en Côte d'Ivoire. Donc, il va de ce point de vue-là, c'est pour cela que je dis que tout va rentrer dans l'ordre bientôt. Monsieur, une dernière question pour vous. Pourquoi pas la CEDEAO et l'Union africaine ont salué la réélection du président Alassane Ouattara et demandé à ce que les conditions soient créées pour une paix et pour une discussion avec toutes les franges de l'opposition. Votre lecture rapidement. Mais lecture juridique et lecture politique. Lecture juridique, l'Union européenne, la CEDEAO, toutes ces institutions-là ne peuvent que fonctionner et se positionner par rapport aux tests en vigueur en Côte d'Ivoire. La Constitution a été révisée. Le juge constitutionnel dit, mais il y a une nouvelle république. Le candidat dit, je veux le premier mandat. Je veux avoir mon premier mandat de la nouvelle République. Et le deuxième mandat aussi. Et sur la base de cela, il y a eu élection et il a gagné. Et
le juge constitutionnel a décidé que c'est lui qui a gagné sur la base des résultats que la CEI a présentés. L'Union africaine, la CEDEAO ne peuvent que se fonder sur les tests et sur les résultats formels en Côte d'Ivoire pour pouvoir opiner. Donc c'est une position légitime, une position normale. Maintenant, dans la pratique et dans la politique, la Côte d'Ivoire et donc M. Ouattara occupe quelle position, quelle place dans la diplomatie de la sous-région. M. Ouattara n'est pas n'importe qui dans l'espace CEDEAO. Donc on ne peut pas parler de n'importe qui, n'importe comment non plus. Oui, mais voilà, dans tous les cas, la CEDEAO, c'est un Ivoirien qui est le président à l'Union africaine, c'est un président. Le président est un Ivoirien, Brujan, le président de la Commission. Le président de la Commission ne représente pas grand-chose vis-à-vis des chefs d'État. Donc, non, pour dire quoi? Pour dire, pour les questions de félicitations, ça ne souffre d'aucune difficulté. Pour que ça tombe. Ah oui, pour dire que bon, il y a continuité, voilà. Il y a continuité. Ça ne souffre d'aucune difficulté parce que c'est son ancien ministre qui est là-bas. Qui est là-bas. Voilà. Et au niveau de la CEDEAO, on sait que les gens, la commission paix et autres dirigée par le frère le général, ils font faire du tourisme politique dans les pays africains. Ils ne font rien. Donc c'est normal que du coup, et ils ont même pris le temps pour sortir leurs félicitations parce qu'ils attendaient un peu la réaction de la communauté internationale, à la limite la CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne, les grands pays, les États-Unis. Mais comme ces pays-là n'ont rien dit encore, ils sont restés là jusqu'à ce n'est qu'avant-hier qu'ils ont pu dire quelque chose. Mais jusque-là, la communauté internationale, dite communauté internationale, par les plaisantins là, ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit, ils sont préoccupés par le Covid, donc le truc de la Côte d'Ivoire, ça ne les intéresse pas, ça. Les amis, ça, votre mot de fin? Vraiment, nous souhaitons que la discussion qui est engagée soit une discussion franche, avec beaucoup de sincérité. À la limite, vraiment sur la base même de la sincérité, pour que vraiment la Côte d'Ivoire puisse sortir de cette situation et que les gens vraiment renouent avec la joie de vivre que les Ivoiriens ont l'habitude aller où ils veulent, faire tout ce qu'ils veulent. Voilà, vraiment, c'est nos souhaits, quoi. Justin Mpati. Oui, je fais bien vos mots de fin, mais puisque la sincérité n'est a priori pas de la politique, je voudrais demander au peuple ivoirien de baisser la garde, de vaquer aux occupations, d'aller à la paix et demander aux opposants d'aller à la discussion, que tous les opposants, tous les partis politiques soient invités et que le dialogue se fasse, mais que les opposants soient vigilants et qu'ils suivent de près tout ce qui va se passer et qu'ils n'hésitent pas à relayer à la population et qu'ils n'hésitent pas à relayer les dérives éventuelles. Je voudrais demander, comme je l'ai longuement démontré pendant le débat, demander à M. Ouattara de rentrer dans l'histoire. Ce mandat, c'est un mandat pour pouvoir montrer qu'on peut de grandes choses pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique de l'Ouest et pour toute l'Afrique. Voilà, vous êtes Justin Mpati, chercheur en droit international et constitutionnel. Face à vous aujourd'hui, Aziz Amissa, secrétaire général de la représentation FPI du Bénin. Merci de nous avoir suivis. À demain pour notre numéro de conférence. Voici enfin le vrai visage des informations d'un continent africain qui bouge. L'Afrique, continent de l'avenir. Les grands investisseurs vous diront qu'investir en Afrique, c'est investir pour un avenir radieux. Sika, c'est la nouvelle chaîne de télévision exclusivement consacrée à l'actualité socio-économique, toutes les 30 minutes en Afrique. Sika, c'est la chaîne des grands investisseurs, de l'actualité des investissements et de l'évolution des affaires sur le continent. Le seul choix, la seule chaîne pour rester connecté à l'Afrique qui bouge.
le vrai visage de l'actualité en Afrique.